Le 27 mai 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film Fantomas, texte intégral. Il y a eu, surtout après la guerre, un véritable snobisme autour du fameux roman par fascicules de Pierre Souvestre et Marcel Alain. C'est de Fantomas que l'on peut dater ce culte assez agaçant de l'histoire policière, grâce auquel tant de nos jeunes contemporains ont pu dissimuler leur ignorance sous des airs d'intellectuels très raffinés et très fatigués, se délassant de M. Paul Valéry dans des intrigues casse-cou. Fantomas, cependant, est sorti avec sa cape et ses maillots d'une imagination infiniment plus gaie, agile et aventureuse que celle des salariés remuant les ficelles d'un détective interchangeable et anglo-saxon. Fantomas a permis à quelques vrais artistes, nous pensons surtout à certains de nos bons peintres et sculpteurs, à quelques fantaisistes et quelques libres poètes, de dire tout leur dégoût de la littérature. Loué soit donc Fantomas. On eût bien volontiers salué sur nos écrans son retour, qui pouvait présager celui d'un cinéma acrobatique, franchissant d'un pied léger les lisières du vaudeville et de l'opérette. Ce ne sera pas encore pour cette fois. Nous préférons peut-être, pour notre goût, le film que vient de nous montrer le Gaumont Palace à La couturière de Lunéville, mais cela ne veut pas dire qu'il soit bien fameux. Un de nos confrères de province nous adresse aimablement, paru tout au long de l'hebdomadaire La Vie toulousaine, une liste des 60 invraisemblances de Fantomas. Nous serions bien empêchés de contester la moins visible, mais l'inutilité, l'absurdité des crimes de l'insaisissable inconnu ne forment-ils pas la première règle du jeu? Dans le roman policier, si l'on veut surprendre, glacer les moelles, il faut rapporter scrupuleusement quelques aventures américaines, inouïes et monstrueuses, telles que l'abominable affaire Lindbergh-Curtis. Si l'on veut éviter tout l'odieux de pareilles révélations, il ne reste plus qu'à transposer l'aventure dans le domaine de l'impossible. Ce que l'on reprochera donc seulement aux nouveaux adaptateurs de Fantomas, c'est de ne pas avoir su rendre cohérent l'invraisemblable. Le public ne pardonne pas ses erreurs, et on ne saurait lui en vouloir, quoique ses exigences soient dictées par une logique bien étroite, et qu'éduquèrent surtout 200 ou 300 films oratoires explicites à satiété. Tous les trucs, tous les poncifs du film d'épouvante sont étalés impunément. On a la prétention d'égarer des spectateurs qui ne s'y trompent pas un instant, avec un laquais au visage de marbre, transportant un chandelier dans les couloirs d'un antique château où les draperies claquent sous l'orage, où les portes se ferment seules. À tous les pas, un prétendu mystère. On trouve un chauffeur ligoté sur le marchepied de sa voiture. La vieille marquise est étranglée par Fantomas sans rime ni raison. Le meurtrier en cagoule s'évapore après avoir pourfendu 3 personnes. Un lord anglais qui le reconnaît à Montlhéry, au moment de disputer une course, téléphone au détective. Fantomas fait retourner sa voiture en pleine vitesse. Le lord n'est cependant que blessé. Fantomas trouve alors le moyen de lui envoyer 3 pruneaux sur la table d'opération où on allait le trépaner. Fantomas est cependant arrêté après une lutte farouche, mais il brûle la voiture qui l'emmène au dépôt et s'échappe, menottes au poing. Nous ne demanderions qu'à nous laisser entraîner dans cette accumulation des coups d'un destin énergiquement sollicité. Le rythme ne nous le permet pas. Et les auteurs, n'ironisant pas le moins du monde, ce rôle reste dévolu au public qui ne s'en prive guère. Quelques transitions acceptables ménagées çà et là, quelques coups de pouce donnés au scénario n'auraient sans doute pas été inutiles. Il n'aurait pas sauvé le film du naufrage où il va, malgré la publicité qui vante désespérément une cause perdue. L'interprétation a été réunie au petit bonheur. Nos lecteurs connaissent, nous l'imaginons, nos sentiments sur Madame Tania Fedor. Nous nous contenterons de leur rappeler qu'elle est plus que jamais
inerte, ignorante et insipide, qu'il est inconcevable d'avoir récupéré pour un grand film une comédienne évincée de tous les studios. Monsieur Tommy Bourdelle est beaucoup trop rond et bonhomme pour un personnage de détective finot. Nous demandons sérieusement quand on nous délivrera de ces jeunes gens très distingués et parfaitement nuls, tel monsieur Georges Rigaud, que le cinéma accueille avec une si extraordinaire bonne grâce lorsqu'ils ont prouvé leur incapacité dans tous les corps de métier, sauf peut-être le mécanicien, monsieur Azaïs, et le laquais, monsieur Modo. On ne déniche pas, dans toute la distribution, une seule silhouette cocasse ou juste. Le metteur en scène est monsieur Paul Féjos, qui fit Solitude et Big House, mais qui ne pouvait rien contre la caducité des accessoires mis à son service, contre les décisions péremptoires de ceux qui connaissent le goût du public. Le titre, la superficie des placards, l'abondance des communiqués devait suppléer à tout, n'est-ce pas? Aux lumières, au décor, au découpage, aux acteurs. Il y eut une course d'auto, tournée sur place à Montlhéry, dont on nous rabattit les oreilles 2 mois durant. On avait créé un dispositif spécial, filmé les prises de vue. À l'écran, cette fameuse reconstitution n'est qu'une actualité enregistrée par des photographes trop prudents. Les naïfs s'indigneront sans doute. Pour notre part, il nous suffit de dire, pour tout nous expliquer, c'est une production Bromberger-Richebé. Ceux du bâtiment nous comprendront. Nous aimerions que tous les spectateurs comprissent à leur tour.